Bonjour à tous. Déjà, merci d'être venus si nombreux ici. Je vais essayer de vous présenter ce que j'ai fait durant 5 ans et pour ça, je vais vous présenter ma thèse qui s'appelle Design and Optimization of a Cold Plasma Application System for Endoscopic Treatment. Rassurez-vous, ça va être un des seuls termes en anglais. Donc, pour commencer, j'aimerais bien vous présenter quelqu'un. Il s'appelle Harry, donc le voici Harry. Sa tête vous est probablement un peu familière, c'est normal parce que vous avez dû le croiser dans des hôpitaux quand vous aviez différents problèmes, etc. Car Harry est un médecin. Alors, je sais, il y a certaines personnes qui disent que Harry est un magicien. C'est juste des rumeurs parce que en fait, Harry est un magicien est un médecin un peu spécial, pas un magicien justement, car il arrive à opérer les gens sans faire d'incision dans leur vie. Et en fait, on pense que c'est un magicien, mais c'est juste un médecin un peu spécial, un médecin de la famille des gastro-entérologues. Et les gastro-entérologues, ils ont une baguette magique un petit peu spéciale qui est l'endoscope. Alors l'endoscope, c'est ce que vous voyez ici. Donc c'est un long tube noir avec différentes poignées ici. Et ça permet de faire des opérations en passant par les voies naturelles. Donc, comme vous pouvez voir ici, un tract gastro-intestinal. Et donc, au bout de cet endoscope, avec le long tube noir et les poignées ici, vous avez différents canaux, une caméra, et vous pouvez envoyer de l'eau, utiliser différents outils. Et donc, pendant tout un temps, ça a été utilisé à des fins de diagnostic. Mais maintenant, on l'utilise aussi pour traiter des pathologies. C'est ce qu'on appelle l'endoscopie thérapeutique. Et donc, tout l'intérêt, c'est qu'on ne fait pas d'incision dans la peau, donc on l'utilise par les voies naturelles, par exemple le nez, mais dans le cas des gastro-entérologues, c'est plutôt la bouche ou l'anus. Alors, moi, mon travail pendant ces 5 ans, ça a été d'essayer de donner un nouvel outil à Harry pour utiliser avec son endoscope pour traiter différentes pathologies. Et donc, le but de cet outil, c'est de faire ce qu'on appelle de l'ablation endoscopique de muqueuse, ou EMA en anglais. Donc, il faut savoir que le tract gastro-intestinal, sa paroi est recouverte de ce qu'on appelle la muqueuse, qui est un tissu, et au centre, il y a le lumen, donc ça, c'est juste l'intérieur de l'organe, et autour de ça, on a une couche qui s'appelle la sous-muqueuse, et encore une qui s'appelle la musculaire. Et alors, dans certaines pathologies, cette muqueuse a des problèmes, que je vous expliquerai un peu plus tard. Et donc, elle a des problèmes, et donc, ce qu'on aimerait bien faire, c'est d'aller attaquer cette muqueuse pour la tuer, et après, elle sera enlevée de l'endroit où elle est, donc c'est ce qu'on appelle l'ablation, et après, elle va pouvoir du coup se régénérer de façon plus saine, et ça permet de guérir certaines pathologies. Et donc, c'est ça, l'EMA. Alors, pour la gastro-entérologie, il y a 2 techniques principales qu'on vise avec l'EMA, qui sont liées à 2 pathologies et 2 organes différents. Donc, c'est l'œsophage, ici au-dessus, et le duodénum, qui est le nom qu'on donne à la première partie de l'intestin. Alors, pour l'œsophage, la maladie qu'on traite, c'est l'œsophage de Barrett, qui est une condition précancéreuse de l'œsophage. Ce que les gastro-entérologues aiment souvent dire, c'est que l'œsophage, quelque part, c'est une sorte de pelouse, et parfois, il y a certaines herbes qui changent de type, ce qu'on appelle une métaplasie, et certaines de ces herbes, en plus de changer de type, elles vont commencer à se différencier, à proliférer de façon différente. C'est ce qu'on appelle la dysplasie. Et ça peut évoluer ensuite en cancer. Et donc, le but de cette procédure, ça va être d'aller éradiquer ces métaplasies et ces dysplasies. Donc, on va aller en quelque sorte tondre le gazon pour éviter que ça devienne une jungle et qu'on ait des problèmes plus tard. Alors, évidemment, ça, c'est le premier but, mais dans le processus, on n'a pas envie de faire des complications durant la procédure, et les complications les plus courantes, c'est la sténose, donc c'est un rétrécissement du tract intestinal qui fait qu'il y a moins d'espace pour passer, ça engendre plein de problèmes. Les saignements, et le plus grave, évidemment, c'est la perforation, donc perforer le tract intestinal, c'est une complication majeure. Et alors, la deuxième technique qu'on vise avec la deuxième pathologie qu'on vise avec l'endoscopie, l'ablation endoscopique de muqueuse, c'est le diabète de type 2. Donc, le diabète, juste pour rappeler très brièvement, c'est un problème au niveau de l'insuline, qui est une hormone qui permet aux cellules d'absorber le sucre. Et avec ce problème-là, le sucre ne rentre plus dans les cellules, et on a des problèmes parce qu'on a un sang trop épais, et ça engendre plein de complications. Alors, pourquoi est-ce qu'on veut traiter le diabète de type 2 avec cette technique-là? Ça, c'est quelque chose qui est un peu plus sophistiqué que pour l'œsophage de Barrett. En fait, il y a 2 raisons. On s'est rendu compte d'abord que
en faisant des chirurgies pour la perte de poids. Donc la chirurgie pour la perte de poids, c'est ce qu'on appelle un bypass. Donc d'habitude, la nourriture, elle passe comme ça par l'estomac, dans le duodénum et puis dans les intestins. Et en faisant cette chirurgie-là, on va faire un raccourci et on va passer directement plus loin dans l'intestin en bypassant, donc en faisant un court-circuit dans ce duodénum. Et on s'est rendu compte que même avant qu'il y ait une perte de poids chez le patient, son diabète s'améliore. En plus de ça, on a remarqué aussi qu'au niveau de la muqueuse du duodénum, donc ici, cette muqueuse, elle était différente, pathologique, donc elle était plus développée et au niveau de l'absorption des sucres, qui se passe principalement dans le duodénum, et de la sécrétion d'hormones, donc des hormones comme par exemple l'insuline, on avait quelque chose qui était différent de ce qui se passe d'habitude, et donc on se dit que c'est une bonne cible pour traiter le diabète de type 2. De nouveau, dans cette procédure-là, qui est pas encore utilisée directement en clinique, mais qui est investiguée, on a les mêmes complications qu'on veut éviter. Et alors, pour vous donner un petit peu une idée de ces maladies, ça touche vraiment beaucoup de personnes. Donc l'œsophage de Barrett, c'est 1 à 2% des adultes, et le diabète de type 2, c'est presque 8% de la population, avec beaucoup de morts qui sont liées aux deux. Et donc, pour l'œsophage de Barrett, on traite déjà la pathologie avec l'ablation endoscopique de muqueuse, avec ces deux appareils médicaux qui sont les plus utilisés. Donc, le but des deux, c'est de brûler la paroi vraiment comme une brûlure. Donc ici, avec un ballon recouvert d'un fil électrique qui va chauffer, et ici, avec des petits arcs électriques qui vont tuer la muqueuse. Alors que pour le diabète 2, ça, c'est pas encore de la pratique clinique, c'est quelque chose qui est en cours d'études cliniques. Et ici, ils utilisent un ballon d'eau chaude pour de nouveau aller brûler cette paroi. Alors, ces trois techniques-là, on peut les mettre dans des graphes pour essayer de comprendre quels sont leurs avantages et désavantages. Et donc, ça donne ce genre de profil-ci. Et si on met tous ces graphes ensemble pour faire une sorte de résumé, avec d'autres dont je ne vous ai pas parlé, mais qui sont moins utilisés, on se rend compte qu'on n'est pas à tous les coins, donc on n'a pas la technique parfaite encore. Il y a de l'amélioration à faire. Tout d'abord en termes de complications, parce que le fait de faire cette brûlure, ça crée des complications, surtout les sténoses dont je vous ai parlé. On a quelque chose qui n'est pas entièrement homogène, vu qu'on utilise des ballons et qu'il y a parfois des plis dans la muqueuse, que parfois il y a des angles, le ballon ne se met pas parfaitement, et donc on n'arrive pas à tout traiter. En plus, c'est quelque chose qui est assez difficile pour le médecin, il faut trouver la bonne taille de ballon, avec les petits arcs électriques, il faut aller partout où on veut traiter. C'est quelque chose du coup qui prend aussi du temps et enfin qui n'est pas versatile, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'utiliser partout où on veut. Par exemple, dans l'œsophage ou dans l'intestin, on va devoir utiliser des ballons de taille différente, donc il va falloir chaque fois s'adapter, ce n'est pas quelque chose qui est très universel. Et donc, quelque part, quand on voit tous ces défauts-là, on dirait quelque chose d'assez logique qu'on pourrait utiliser pour avoir quelque chose qui est homogène et facile à utiliser, c'est un gaz. Et donc, c'est le but du projet ici qu'on a appelé le projet Phoenix, car le but de ce projet-ci, c'est l'ablation endoscopique de muqueuse, comme l'oiseau, de mourir pour qu'elle renaisse mieux de ses cendres après. Alors, pour faire ça, pour avoir un gaz réactif qui va tuer les cellules, on a utilisé du plasma froid, donc comme l'atmosphérique plasma ou CAP en anglais. Et donc, en fait, le plasma, il est partout autour de nous. Bon, des moldus comme nous, on n'arrive pas trop à le voir, mais en fait, c'est le quatrième état de la matière. Donc, si on rajoute de l'énergie à un solide, puis à un liquide, puis à un gaz, on va finalement arriver à arracher les électrons des atomes et molécules du gaz. Et donc, ça va donner un gaz qui est ionisé, avec encore plus d'énergie qu'un simple gaz, quelque part. Et donc, ce gaz ionisé, il peut être soit chaud, soit froid, en fonction de l'agitation de ces différents composants. Et donc, le plasma chaud, il va avoir une température qui est chaude, et donc on va souvent l'utiliser pour ça. C'est par exemple le Soleil, qui est un plasma très chaud, et la découpe par plasma qui utilise aussi la chaleur. Alors que le plasma froid, il va être souvent plus homogène et à température ambiante, et c'est ce qu'on a par exemple dans les aurores boréales ou dans les néons. Alors, pour cette application aussi, évidemment, on n'a pas envie d'un gros éclair méchant qui va brûler tout et de façon pas très homogène. On veut justement quelque chose qui est plus diffus et qui n'utilise pas la chaleur, parce qu'on a vu qu'en brûlant avec les autres appareils, ça créait des complications. Et donc, nous, ce qu'on a utilisé, c'est bien le plasma froid. Alors, comment ça fonctionne, ce plasma froid? En fait, le plasma, pour le créer, souvent, toujours, on va lui fournir de l'énergie, et souvent, on utilise un courant électrique pour ça. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on va envoyer des électrons dans un gaz, et ces électrons, ils vont cogner tout ce qu'il y a dans le gaz et transférer de l'énergie.
Et donc, en transférant l'énergie, on va avoir dans ce plasma différents acteurs qui vont tous fonctionner ensemble pour donner le traitement final, comme les champs électromagnétiques, différentes radiations comme des UV, la lumière visible ou de la chaleur, des espèces chargées, vu qu'on utilise un courant électrique, et finalement des espèces réactives de l'oxygène et de l'azote, donc par exemple l'ozone O3 ou le peroxyde d'hydrogène H2O2 ou le radical OH. Donc vous avez compris, c'est surtout ça qui va avoir un effet sur les cellules. Donc une fois de plus, ça va être ces Reactive Oxygen and Nitrogen Species ou les RONS qui vont être le meilleur ami d'Harry pour développer cet outil. Et c'est surtout là-dessus du coup qu'on va se concentrer. Alors, Harry maintenant du coup il a déjà son endoscope vu qu'il est gastro-entérologue, mais il a fallu développer l'outil pour générer et transporter ce plasma froid. Et donc vous voyez ce schéma qui est un peu compliqué, mais si on part de la gauche, en fait, on utilise un gaz rare, parce que c'est plus facile pour générer un plasma, qu'on injecte dans cette chambre bleue ici, qui est une chambre en verre, qui est la chambre de décharge, à laquelle on va justement appliquer une décharge électrique. Ça va permettre de créer le plasma ici, en violet, et ce plasma va être transporté dans un très long tube de plusieurs mètres, vu qu'on va l'utiliser en endoscopie et aller dans le corps. Et au bout, on a ce qu'on appelle la plume de plasma, qui est quelque part un peu comme la flamme d'une bougie. Sauf que ici, c'est du plasma froid. Et alors, tout ça, ça peut rentrer dans un endoscope pour aller faire un traitement à l'intérieur d'un patient à l'aide d'un système endoscopique dont je vais vous parler juste après. Donc, juste pour vous donner une structure dans ce travail-ci, quand je vous ai parlé de ce qui existait déjà, j'ai mis des petits livres ici en haut, c'était dans la section d'avant, mais ça va revenir un peu après. Mais de façon générale, dans les différentes sections, il y aura un code couleur pour que vous puissiez vous repérer. Et la première section, c'est le développement de l'appareil qui permet de faire le plasma et de le délivrer. Ensuite, cet appareil, il a fallu le caractériser de façon chimique, donc voir quels sont les RONS justement qui sont à l'intérieur, comment est-ce qu'ils sont distribués, quel effet ils ont. La caractérisation biologique pour voir qu'est-ce qu'ils font vraiment sur des cellules vivantes, et finalement les tests in vivo pour voir quel est l'effet sur la muqueuse. Alors je vais commencer avec l'appareil plasma, donc c'est vraiment l'appareil qui va permettre à Harry d'utiliser son plasma. Et cet appareil plasma, on a vraiment fait beaucoup de développement durant cette thèse, mais voici plus ou moins à quoi ça correspond finalement. Donc, je vous l'ai dit, ici, il y a l'électrode où on génère la décharge plasma, et le plasma ici en violet est du coup allumé, et il va être envoyé dans un long tube que vous voyez ici. Et ce tube, il contient un fil métallique en cuivre. Donc, ce fil métallique en cuivre, ça va permettre de faire en quelque sorte une autoroute pour les électrons qui sont présents dans le plasma. Parce que, par exemple, quand vous avez une bougie, vous voyez bien que la flamme, elle ne va pas jusqu'à votre plafond, elle s'arrête à un moment parce que c'est quelque chose de très énergétique. Et donc, à un moment, elle va s'arrêter, elle n'existera juste, enfin, elle n'est plus présente. Donc, pour éviter que le plasma s'arrête après 1 cm dans le tube, on a utilisé ce fil de cuivre pour le garder actif en donnant un chemin de haute conductivité pour les électrons. Et alors, la deuxième fonctionnalité très importante de cet appareil, c'est le fait qu'on a utilisé plusieurs canaux ici, qu'on appelle des lumens. Donc, ces différents canaux, ils permettent de transporter le plasma d'hélium ici autour, avec les fils de cuivre ici au centre. Donc ici, c'est une vue en face du tube. Et au milieu, il y a un canal qui permet de transporter de l'oxygène. Alors, pourquoi de l'oxygène? Parce que ici, on a un plasma d'hélium, mais vous vous rappelez, j'ai dit qu'on avait besoin d'espèces de l'oxygène et de l'azote pour oxyder. Et donc, avec l'oxygène, en amenant ça, on va avoir les espèces qui nous intéressent, mais on ne veut pas les injecter trop tôt parce que c'est quelque chose qui déstabilise le plasma. Du coup, on l'amène de façon séparée jusqu'au site de traitement, et ici, on va pouvoir créer nos fameux RONS qui vont permettre de faire le traitement de la muqueuse. En pratique, à quoi ça ressemble cette plume de plasma? Vous avez le tube qui arrive ici avec le fil de cuivre qui s'arrête, et il y a la plume de plasma qui s'allume ici, que vous pouvez voir. Ça va vraiment être l'outil du traitement. Alors, ce plasma, il interagit beaucoup avec son environnement. Déjà, rien qu'au niveau du tube, en fait, on se rend compte que quand on donne un chemin plus conductif aux électrons, comme par exemple ici, en touchant avec les doigts, le plasma va devenir plus intense, et ça veut dire qu'il y a des pertes électriques qui sont à ce niveau-là. Aussi, en fonction du gaz dans lequel est le plasma, ici, on est dans une cavité confinée, donc par exemple, comme c'est le cas dans l'intestin.
quand on est dans une cavité confinée, l'atmosphère va se remplir d'hélium, et donc on va avoir quelque chose avec beaucoup d'hélium, et on a un phénomène qui ressemble comme à ce qu'on a dans les boules de plasma. Ici, donc des filaments qui se dirigent un peu partout, surtout là, vous ne le voyez pas, mais il y a mes doigts ici autour. Et donc ça a l'air assez efficace pour faire quelque chose qui est homogène, pour pouvoir aller traiter toute la paroi, donc c'est quelque chose qui est plutôt positif. Alors la deuxième partie du développement de l'appareil endoscopique, c'est la partie plus endoscopique au niveau du traitement. Et donc celle-là, elle a plusieurs fonctions. La première, c'est d'isoler. Comme vous avez vu, on a des pertes électriques. On veut les minimiser pour avoir un plasma plus puissant. Donc pour ça, on a utilisé une gaine de téflon. Ensuite, le but, c'est aussi de centrer cette plume de plasma à l'aide d'une sorte de petite collerette ici, pour éviter qu'on aille traiter seulement une paroi, mais qu'on soit bien central et que ça se diffuse partout. Et enfin, confiner l'endroit où on traite pour vraiment contrôler où est-ce qu'on traite et pas aller traiter d'autres structures dans le tract gastro-intestinal. Alors tout cet appareil-là, ça va permettre de distribuer l'action du plasma pour traiter les parois qui se trouvent ici au-dessus et ici en dessous. Alors voilà à quoi ça ressemble en pratique, en zoomé et en plus grand. Donc ici, c'est tout l'appareil avec la chambre de décharge qui se trouve ici, le long tube qui fait tout le tour comme ça. À partir d'ici, c'est ce qu'on met dans le patient. Et ici au bout, on a les deux ballons avec le bout du tube où sort le plasma et ses petites collerettes. Alors ça a été breveté durant le doctorat et on a aussi publié ça dans un journal qui s'appelle Plasma Médecine. Alors maintenant, Harry a son outil. Il doit encore savoir comment est-ce qu'il va utiliser ce sort. Donc, quels sont les paramètres à utiliser et pour ça, il a fallu faire une caractérisation chimique de l'appareil. Et donc, ça va permettre de savoir quelle combinaison on va faire. C'est un peu comme un cours de potion. Donc, on va devoir utiliser tel gaz, tel écartement, etc. Et donc, pour ça, j'ai essayé de comprendre, caractériser pour pouvoir avoir un meilleur traitement ces différents paramètres qui sont le flux de gaz qu'on met ici, donc le flux d'hélium, le flux d'oxygène, aussi la durée de traitement nécessaire pour faire un traitement efficace, et enfin l'espacement entre les deux balles. Alors, ici j'ai encore juste 2 slides pour que vous compreniez comment est-ce que j'ai fait ces tests avant de rentrer dans la caractérisation de ces paramètres. D'abord, dans cette thèse, j'ai fait l'hypothèse d'avoir la plume qui est placée au centre de la cavité intestinale ou œsophagienne, qui est placée comme ça, pour avoir un traitement le plus homogène possible. Alors, dans cette configuration-là, on a 2 types de traitements. Le premier qui est frontal, donc juste en face, et le deuxième qui est radial au-dessus, qui est plutôt celui qui nous intéresse, vu que c'est celui-là qui va traiter la muqueuse. Et ensuite, pour analyser tout ça, j'ai séparé le processus en 3 étapes. Donc, en fait, le traitement plasma, il peut être séparé en 3 sous-étapes. La première, c'est la chimie de la plume, donc savoir quelles espèces, quelles runs on va créer. Ensuite, il y a la dynamique des fluides, donc les flux qui vont emporter tous ces runs vers les surfaces à traiter. Et finalement, le traitement de surface final, qui est quelque part ce qui nous intéresse le plus, parce que c'est ça qu'on veut faire, aller traiter cette muqueuse. Et donc, je vais juste vous parler des méthodes que j'ai utilisées pour ça. Donc, pour ce traitement de surface, j'ai développé un modèle d'agarose. Donc, l'agarose, c'est un gel, un peu comme la gélatine, et ça simule assez bien les tissus vivants. Et en plus de ce gel-là, j'ai utilisé un composé chimique qui réagit à l'oxydation, donc à ces ROMs. Et donc, vous voyez ici, par exemple, ça c'est avant traitement et ça c'est après traitement. Vous voyez que ce composé chimique a bleui. Et donc, quelque part, c'est un peu comme de la grenadine. Au plus vous mettez de grenadine, au plus ça va être rose. Ici, même chose. Au plus il y a eu de ROMs, par exemple, ici au milieu, au plus on va être bleu. Et donc, en utilisant ces échantillons et en les mettant dans ce banc qui simule plus ou moins un intestin, donc il est cylindrique, ça permet d'avoir une certaine idée du traitement final et comment est-ce qu'il est réparti. Et donc ça, c'est une petite vidéo pour vous montrer à quoi ça ressemble juste un traitement avec le plasma. Vous voyez que ça bleuit. Et donc ça ne bleuit pas partout de la même manière. Et du coup, on peut analyser ça après par différentes techniques, dont l'absorbance qui permet de savoir à quel point ça a été traité, en quelque sorte. Et donc, en allant analyser à différents endroits ici, tout le long, on peut dresser un profil d'absorbance qui dit, OK, on a traité ici plus
au centre et ça correspond à la zone plus bleue, alors qu'ici, on est plus traité à l'extrémité. Et donc, ça donne une certaine idée de l'homogénéité, mais on peut aussi faire la moyenne de tout ce profil-là pour avoir une idée de quelle quantité de runs on a envoyé sur notre site. Alors, quand on fait cette moyenne-là, pour différents flux, donc vous voyez ici, il y a les différents flux que j'ai testés et les valeurs d'absorbance. Quand on fait cette moyenne-là, on obtient ces courbes ici, et donc ça va permettre de savoir quel est le meilleur flux à utiliser. Alors ici, vous voyez que le meilleur flux, pour le traitement radial, vu que c'est celui qui nous intéresse, le meilleur flux est à 0,5 litres par minute, et du coup, Harry est très content parce qu'il a trouvé son premier paramètre. Alors, comment ça se fait qu'on a ce traitement-ci? Pour ça, on peut regarder deux types de tests. Le premier, c'est juste prendre des images des plumes de plasma à différents flux, donc de nouveau de 0 à 5 litres par minute. Et on se rend compte que quand on augmente le flux, d'abord, la plume de plasma devient de plus en plus longue, que ce soit dans l'air ambiant ou bien dans une cavité fermée. La plume de plasma devient de plus en plus longue parce qu'on met plus d'hélium et donc on a finalement plus de plasma. À partir d'un moment, vous voyez qu'elle commence à raccourcir et il y a l'air d'avoir des turbulences dedans. Et donc, pour voir s'il y avait des turbulences dedans, j'ai utilisé une autre technique qui s'appelle l'imagerie Sheeran. Donc ici, c'est simplement une allumette pour vous montrer comment ça fonctionne. En fait, l'imagerie Sheeran, ça permet de visualiser les flux. Donc, quelque part, ici, il y a la volute au-dessus de la flamme qui permet de visualiser le flux d'air chaud juste au-dessus. Et en faisant ça avec notre appareil plasma, donc ici, j'ai mis les petites plumes superposées. Quand on va de 0,5 à 5 litres par minute, vous voyez que le moment où les plumes commencent à être moins longues, ça correspond à une turbulence. Vous voyez toutes ces volutes, comme quand vous ouvrez le robinet un peu trop fort. Vous voyez toutes ces volutes qui montrent qu'on a quelque chose qui est turbulent et en fait, ça empêche la plume de plasma de se propager dans l'air. Et donc, quelque part, c'est logique qu'on ait des plumes de plasma qui soient plus longues et puis qui commencent à redescendre en intensité. Alors, le deuxième paramètre, c'était la fraction d'oxygène. Donc, quelle quantité d'oxygène on utilise. Ici, même chose, en utilisant les gels et en faisant la moyenne pour savoir la quantité de runs qu'on a envoyé. Pour différents pourcentages d'oxygène, on obtient ce profil-ci, qui est assez étrange parce que, en fait, on remarque qu'on a trois régimes. Un premier ici en bleu, qui correspond à quelque chose de très bas, où il n'y a pratiquement pas d'oxygène. Un deuxième ici avec un premier maximum et un troisième avec un deuxième maximum. Donc, retenez ces trois régimes, je vais l'expliquer un petit peu après. Donc, on se rend compte qu'on a trois maximums, mais indubitablement, le meilleur maximum, c'est celui à 24% d'oxygène. Et donc, ça, c'est ce que Harry va pouvoir utiliser pour son plasma. Donc, celui-là, on le garde en mémoire, mais Harry était quand même un peu frustré parce qu'il n'arrivait pas à comprendre ce qui se passait. Et donc, on a fait d'autres tests. De nouveau, avec ces plumes de plasma, il y a une technique qui s'appelle la spectroscopie d'émission optique, qui permet en quelque sorte de voir la lumière qu'émettent les espèces, mais seulement les espèces qui émettent de la lumière. Et donc, certaines espèces excitées qui émettent de la lumière, on peut évaluer quelle quantité il y en a. Et donc, ici, de façon assez contre-intuitive par rapport à ce qu'on a vu juste avant, vous vous rappelez que le plus grand maximum, il est à 24%, il y en a un deuxième à 6%, et c'est vraiment, le traitement est vraiment très nul à 0%. Et donc, en fait, de façon contre-intuitive, les plumes de plasma les plus intenses et les plus longues ne donnent pas les traitements les plus forts. Cependant, on remarque quand même qu'il y a trois régimes de nouveau, avec à 0% une plume assez intense et des espèces, par exemple OH, l'hélium ou l'oxygène atomique, qui sont aussi assez intenses. Et puis, des plumes qui sont toujours présentes, mais moins intenses, même chose en OS. Et finalement, quelque chose qui n'est pas du tout intense, ici sur la fin. Même chose en OS. Sauf que ça correspond au pic le plus important de traitement. Alors, ces trois régimes à 0, de 2 à 10 et au-dessus de 10%. Et donc, on a essayé de comprendre à quoi ça correspondait. Et notre théorie, c'est de se dire qu'en fait, on a différents ensembles de réactions pour différents pourcentages d'oxygène. Et que ici, de 2 à 10%, on a un premier ensemble de réactions qui a un maximum et qui correspond à des espèces qui sont émissives, qui émettent de la lumière. Et puis, en fait, le meilleur maximum correspond à des réactions qui sont non émissives, vu qu'on ne voit plus rien ici. C'est-à-dire qu'on n'émet plus de lumière. Je vous rassure, ce paramètre-ci va être beaucoup moins compliqué. Ici, on a testé juste la durée de traitement. Et directement, en fait, de façon assez logique, en fait, on a quelque chose qui est complètement proportionnel. Donc, au plus longtemps on traite,
au plus fort on va traiter. Et si on veut traiter 2 fois plus longtemps, si on veut traiter 2 fois plus fort, on n'a qu'à traiter 2 fois plus longtemps. Donc on peut établir une simple loi proportionnelle et ça permet de facilement choisir la dose de plasma qu'on veut envoyer en fonction du traitement qu'on veut faire. Cependant, ça, c'est pas très optimal pour une pratique clinique parce que vous avez vu juste avant, ça c'est le profil de la fraction d'oxygène, qu'on pouvait passer de quelque chose à 0,2 jusqu'à quelque chose à 3, donc fois 10, en changeant juste la fraction d'oxygène, alors qu'on n'a pas envie de prendre un traitement de 100 minutes au lieu de 10. Et alors, le dernier paramètre que j'ai défini, c'est les ballons, donc en utilisant un modèle d'Agarose légèrement différent. Ici au-dessus, donc c'est un modèle qui est complètement circulaire, où on a de l'Agarose sur toutes les parois. Et en utilisant les ballons, on a pu tester différents écartements. Et après, en coupant ce tube déroulé, on obtient ces espèces de rectangles qui permettent de voir où est-ce qu'on a traité, pour 2, 4, 8 et 12 cm. Et alors, en prenant de façon assez subjective différents échantillons, des endroits qui sont traités de façon moyennement forte et très forte, on a ce graphe-ci et on se rend compte que pour les traitements 8 et 12 cm, on a quelque chose qui est vraiment pas très intense dans certaines zones, vraiment très bas. À 2 et 4 cm, on a quelque chose qui est plus intense, qui est logique, vu qu'avec un volume moins grand, on va avoir une plus grande concentration de RON. Et du coup, ce qu'on a sélectionné, c'est les 4 cm. Pourquoi pas 2? Parce que 2 cm, c'est quand même quelque chose de très petit pour faire un traitement, alors qu'avec 4 cm, on avait un bon équilibre entre efficacité de traitement et intensité de traitement. Donc, Harry a son dernier paramètre, la distance, qui est de 4 cm. Donc, pour récapituler, Harry il a trouvé tous ces paramètres. C'est un flux d'hélium de 0,5 litres par minute, 24% de fraction d'oxygène, ça correspond à 0,12 litres par minute d'oxygène, un espacement de 4 cm entre les ballons. Au niveau de la durée de traitement, on a vu que ça dépendait juste de l'intensité de traitement qu'on veut faire, mais il n'y a pas une durée optimale. Et enfin, quelque chose d'assez important, on s'est rendu compte que le traitement radial fonctionnait même si on ne dirige pas la plume de plasma directement vers la paroi. Et donc ça veut dire que c'est l'hypothèse qu'on avait faite avec la plume de plasma au centre pourrait fonctionner pour un traitement. Donc tout ça c'est bien beau, on a les paramètres optimaux pour l'outil, mais maintenant on aimerait bien savoir qu'est-ce que ça fait concrètement. Donc pour ça, Harry il a eu l'idée d'utiliser plein de modèles différents. Finalement, il s'est rabattu sur 2 qui sont une simple lignée de cellules et des organoïdes que je vais vous expliquer après. Et alors, juste pour que vous puissiez comprendre ces résultats-là, je vais faire une petite digression de 2 slides et comment fonctionne le plasma sur des cellules. Alors, le plasma, il va avoir un effet qui dépend de 2 choses principales qui sont la dose de plasma qu'on envoie et le type de cellule qu'on traite. Donc, en fonction de la dose, le plasma va créer un stress oxydatif dans les cellules, ça s'appelle un stress oxydatif, qui va avoir plusieurs effets. Quand le stress est assez bas, on va avoir quelque chose qui est plutôt stimulant avec la prolifération cellulaire. Et puis, au plus on augmente, au plus on va se diriger vers quelque chose qu'on appelle un dégât oxydatif. Donc, ces 3-ci sont des dégâts oxydatifs avec de l'apoptose et de la nécrose qui sont des morts cellulaires. La nécrose, c'est une mort cellulaire qui est traumatique, où la cellule éclate en quelque sorte et relâche tous ses agents autour d'elle, ce qui peut provoquer des inflammations et du coup des sténoses, comme ce dont je vous ai parlé au début. Alors que l'apoptose, c'est quelque chose la séparation de la cellule en petits corps apoptotiques qui sont ensuite digérés par le système immunitaire. Et donc, c'est quelque chose qui est beaucoup plus naturel. En fait, ça arrive tout le temps dans notre corps, c'est le suicide cellulaire normal. Et donc, le plasma crée de l'apoptose, et ça pourrait être bénéfique pour éviter les complications. Le deuxième gros paramètre, c'est l'importance du type de cellule qu'on traite avec le plasma, parce qu'en fonction du type de cellule, déjà que ce soit par exemple une cellule de l'intestin ou de la peau, on va avoir un effet différent. Mais quelque chose qui est assez important pour l'instant dans ce qu'on appelle la médecine des plasmas, c'est l'effet sur les cellules cancéreuses par rapport aux cellules saines. Donc il y a beaucoup de gens qui pensent que les cellules cancéreuses pourraient être plus sensibles que les cellules saines, et ça évidemment ce serait génial de pouvoir aller traiter un tissu et de tuer que les cellules cancéreuses. Alors comment est-ce qu'on explique ça? Pour l'instant dans la littérature,
on explique ça en disant que les cellules cancéreuses ont plus d'aquaporines, qui sont les petites portes de la cellule qui permettent aux espèces RONS de rentrer, qu'en plus, elles ont de base à l'intérieur certaines RONS naturelles et qu'elles en ont plus que dans les cellules saines. Et finalement, elles ont moins d'antioxydants qui vont combattre ces RONS. Et du coup, tout ça fait que quand on va venir rajouter des RONS externes avec notre plasma, la cellule cancéreuse va plus vite atteindre un seuil qui fait qu'elle va mourir. Donc maintenant que ça c'est compris, je vais vous expliquer ce qu'on a fait sur les deux modèles de cellules. Le premier, c'était une simple lignée cellulaire colorectale épithéliale cancéreuse. Donc c'est quelque chose qui est assez standard et c'est un modèle qui est relativement simple. Et le but, c'était de confirmer qu'on induit bien de l'apoptose dans la cellule et aussi de valider les résultats chimiques qu'on a eus sur un vrai modèle cellulaire. Alors pour ça, on a testé 3 paramètres. Le premier, c'est la fraction d'oxygène. On avait aussi testé dans la caractérisation chimique. Et on voit qu'ici, sur l'axe Y, vous avez l'apoptose, donc la mort cellulaire, et on voit qu'on a un pic de mort cellulaire à 4%. Donc c'est relativement proche du pic qu'on avait observé pour la fraction d'oxygène à 6% tout à l'heure. Donc quelque part, ça valide dans une certaine mesure cette caractérisation. On voit que pour la durée de traitement, on a aussi quelque chose qui augmente avec le temps. Sauf qu'ici, on n'a pas quelque chose qui est absolument proportionnel, mais on doit atteindre un certain seuil, une certaine dose de plasma, évidemment, parce qu'avant, la cellule arrive à se défendre, et c'est qu'à partir d'une certaine dose qu'on commence à avoir de la mort. Donc ça, c'est une différence qui montre bien que faire des tests sur cellules est nécessaire. Et finalement, le volume de traitement, de nouveau, on a la même tendance. Donc quand on prend des volumes plus petits, donc des espacements de ballons plus petits, ici par exemple 4 cm, on a plus d'apoptose, mais l'effet a l'air de se tasser quand on traite plus longtemps, par exemple 600 secondes. Donc ça pourrait être utile pour traiter des plus grands segments en utilisant des temps de traitement plus longs. Donc ça c'était juste pour valider. Maintenant on voulait aussi comprendre vraiment l'effet de notre système plasma sur les cellules et en particulier quelles cellules sont les meilleurs candidats pour avoir une idée de notre traitement final. Eh ben, c'est clairement les cellules du duodénum ou de l'œsophage. Donc ici, on a testé sur le duodénum. Et donc, pour avoir le meilleur modèle, on est allé chercher directement dans un duodénum une partie de la muqueuse. Cette partie de la muqueuse, ce sont les cryptes intestinales que vous voyez ici. Et donc, quand on va piquer ces cryptes et qu'on les cultive dans des milieux de culture, elles vont se refermer sur elles-mêmes pour créer ce qu'on appelle des organoïdes. Et donc, ces organoïdes, ce sont des sortes de petites sphères, comme vous pouvez voir ici, avec des cellules souches et qui vont commencer à se différencier pour faire ce qu'on appelle des protrusions, vous voyez ici, qui sont en quelque sorte des sortes de microvillosités, comme ce qu'on a dans l'intestin. Et donc, voilà à quoi ça ressemble en pratique au microscope. Vous voyez qu'au plus l'organoïde va se développer, au plus on va avoir de protrusions. Alors, la première chose qu'on a voulu voir avec le plasma, c'est quel effet on a sur cette morphologie de la cellule. Et donc, en comparant au contrôle qui est la première colonne ici, avec 3 conditions plasma ici différentes, on voit qu'on va avoir plus d'organoïdes qui sont moins développés. Enfin, on va avoir moins d'organoïdes développés, donc ces organoïdes qui sont fort protrudés ici, qui correspondent au bleu et au mauve, qui sont très présents dans le contrôle, ils sont moins présents dans les conditions plasma, et on a beaucoup plus de ces organoïdes qui sont très basiques. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le plasma, il a un impact assez fort sur la croissance cellulaire, la différenciation cellulaire. Alors la deuxième chose qu'on a analysée, c'est la modulation du génome. Donc qu'est-ce que ça veut dire ce terme barbare? Ça veut simplement dire que quand on attaque une cellule, eh ben, pour se défendre, elle va aller chercher l'information dans son ADN. C'est toujours comme ça qu'elle fait, elle va chercher l'information dans son ADN, elle le traduit pour générer différents composants qui vont lui permettre de se défendre. Et en traduisant cet ADN, on va pouvoir analyser quels gènes ont été utilisés, donc en gros, quelles armes elle a utilisées pour se défendre, et du coup savoir par quel processus on attaque cette cellule. Et donc, ici, vous voyez différents gènes, donc vous ne devez pas retenir les noms, je vous rassure. Et ces gènes correspondent aux dégâts à l'ADN et à l'apoptose. Et donc, on voit qu'en traitant CAP, donc Cold Atmospheric Plasma, des organoïdes, la cellule se défend en faisant plus appel à des gènes liés à ces deux cycles. Même chose, la cellule appelle beaucoup plus de gènes liés au stress oxydatif, donc le plasma génère bien du stress oxydatif sur la cellule.
On s'est aussi rendu compte que, donc ici par immunofluorescence, on s'est rendu compte que ça diminuait la quantité de cellules souches intestinales. Donc les cellules souches intestinales sont marquées en rouge et vous voyez que par rapport au contrôle, il y en a plein. Ici, il y en a beaucoup moins. Et ça provoque aussi des différents processus de régénération et de la survie de la cellule. Et donc tout ça, pourquoi est-ce que je vous en parle? Parce que évidemment, c'est super important pour avoir la régénération de la cellule après la régénération du tissu après avoir fait le traitement, d'avoir des cellules souches et de la régénération. Donc c'est des résultats intéressants pour ça. Et la dernière chose qu'on a testée sur ces organoïdes, c'est ce dont je vous ai parlé, c'était cette dépendance cancéreuse et cellules saines. Et donc pour ça, on a utilisé un modèle, qui reste un modèle, mais qui est quand même un modèle de cellules cancéreuses pour les organoïdes. Donc on a des organoïdes normaux versus cancéreux. Et on s'est rendu compte qu'en fait, contrairement à la plupart des résultats qu'on voit dans la littérature, les organoïdes cancéreux résistent beaucoup mieux. Donc vous voyez que ici, pour des conditions plasma qui sont fortes, donc 50 et 80 watts en rose et en orange, la survie de la cellule saine est fortement diminuée, alors que le plasma, la cellule cancéreuse, il lui arrive presque rien. Et donc en fait, ces organoïdes tumoraux, ils ont une meilleure résistance au stress oxydatif, et on a été analyser ça, on s'est rendu compte qu'ils avaient plus d'antioxydants et moins d'aquaporine. Donc les antioxydants, c'est ceux qui combattent les roses, et les aquaporines, c'est ceux qui les laissent rentrer. D'habitude, c'est l'inverse qu'on observe, et ici, justement, ce n'était pas le cas. Donc, en fait, ces organoïdes cancéreux ont mieux survécu, se sont mieux régénérés, ils avaient moins de cellules différenciées, et ce qu'on avait vu sur les cellules saines était aussi diminué. Donc, il y avait un moins grand effet sur les cellules intestinales, un moins grand effet sur la croissance et la prolifération. Donc tout ça, ça peut nous amener à nous demander, OK, on veut traiter l'œsophage de Barrett, qui est une condition très cancéreuse. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée au vu du fait qu'en fait, on a l'air de plutôt tuer les cellules saines que cancéreuses? Donc ça, c'est quelque chose qui devrait être encore étudié, mais ça a peut-être un peu du plomb dans l'air. Au niveau de l'effet sur les cellules, juste pour vous résumer, donc quand on a une cellule ici, on vient lui faire un traitement plasma, ça va augmenter le nombre de RONS qu'il y a dans la cellule. Et ça, en fonction de la dose de RONS qu'on met et du type cellulaire, on va avoir deux effets. Soit la cellule va prendre le coup et se régénérer, soit la cellule va mourir la plupart du temps par apoptose. Ok, donc maintenant, Harry, il a son outil, il a compris quels paramètres utiliser et quel effet ça faisait sur la cellule. Mais finalement, ce qu'on veut vraiment savoir, c'est quel effet ça a vraiment dans un animal, dans un humain, sur un vrai tissu biologique, quoi. Alors, on a cherché des trolls un peu partout, on n'en a pas trouvé, donc on s'est rabattu sur un modèle porcin. Donc, un modèle porcin car c'est assez proche de l'homme, et on a fait le traitement dans l'œsophage parce que c'était plus facile d'accès. Alors, ces tests-là, ils ont donné trois grosses conclusions. La première, c'est que la procédure est tout à fait faisable et safe. Donc, on arrive à aller jusque dans l'œsophage, à gonfler les ballons, à faire le traitement plasma. Tout se passe bien pour le cochon, il n'y a pas de courant électrique, etc. Donc, toute la procédure est faisable. Vous pouvez voir ici l'opération et une vue endoscopique de la petite collerette dont je vous parlais au début. Alors, la deuxième chose, c'est qu'on a détecté de l'apoptose dans la paroi œsophagienne. Donc, vous voyez ici, ça c'est deux conditions de contrôle. Et ici, sur la droite, c'est des conditions traitées plasma analysées à 24 et 48 heures. Et l'apoptose est marquée en rose ici. Vous voyez qu'il y en a beaucoup plus dans la paroi des conditions traitées. Et ici, si on le met en graphe de nouveau, la quantité de muqueuse, donc l'épithélium c'est une partie de la muqueuse, la quantité de muqueuse où on observe l'apoptose est beaucoup plus grande. Donc déjà, ça c'est une bonne nouvelle, on arrive à créer de l'apoptose à l'intérieur de l'œsophage. Bon, il n'y en avait pas partout, il y avait différents défauts et tout, mais au moins on sait que c'est possible. Alors, la troisième conclusion qu'on a pu faire, c'était qu'on avait une mini-ablation de cette muqueuse. Donc comment est-ce qu'on s'en est rendu compte? On est allé analyser la quantité d'épithélium, donc de nouveau, c'est une partie de la muqueuse, la largeur qu'il avait ici, après le traitement. Et on a testé ça sur 4 cochons avec 4 conditions différentes. Évidemment, les conditions les plus fortes, c'est 20 minutes et 40 minutes de traitement, qui sont des conditions très longues. Et en comparant ça au contrôle ici en vert,
on se rend compte qu'on a une muqueuse qui est moins épaisse après traitement, ici et là. Donc, il semble qu'on arrive à faire une mini-ablation de cette muqueuse. Alors, il y a plusieurs raisons qui pourraient expliquer ça, mais on pense que ça peut être dû au plasma. Et même si c'est dû au plasma, le problème ici, c'est qu'on reste sous-optimal par rapport à ce qu'on veut faire. Parce que nous, on veut faire une ablation de cette muqueuse. Donc, si on voulait avoir une ablation, tout ça, ça devrait être à 0. Et vous voyez qu'on a encore une certaine largeur. Donc, on reste sous-optimal, mais apparemment, on arrive à faire une mini-ablation. Alors, le prochain test qu'on aimerait faire, c'est plus faire sur l'œsophage, mais plutôt sur le duodénum, donc cette partie de l'intestin, car l'œsophage, son but, c'est de protéger quand on avale des aliments, alors que le duodénum, il est beaucoup plus sensible, vu qu'il absorbe les aliments qu'on a mangés, et sa paroi est plus fine, il est plus humide, etc. Donc, il y a plein de facteurs qui amèneraient à penser qu'on pourrait avoir un traitement plus efficace sur le duodénum. Donc, si je conclue tout ce que je vous ai expliqué, Harry a trouvé un nouvel outil pour utiliser avec son endoscope. Il a compris quels paramètres il devait utiliser pour faire ce traitement. Il a compris qu'est-ce qu'on arrivait enfin, quel effet ça avait sur les cellules. Donc, on arrive à générer de l'apoptose. Et finalement, il a fait des tests pour voir si ça fonctionnait sur animaux. Alors, s'il faut conclure sur le potentiel de cette technique, donc l'ablation endoscopique de muqueuse en utilisant le plasma froid, on s'est rendu compte qu'on arrivait à créer de l'apoptose. C'est une technique qui semble relativement homogène, plutôt pratique et versatile. Donc, si on reprend ce graphe du début, ici, on a une forme qui ressemble à un diamant qui est encore brut parce que, pour l'instant, en termes d'efficacité et de durée de procédure, on n'y est pas, parce que je vous ai dit, on a quelque chose qui est sous-optimal. Donc, on aimerait avoir quelque chose qui fonctionne simplement, et aussi, on a quelque chose qui est pour l'instant sous-optimal pour des durées de traitement de 20 et 40 minutes. Donc ça, ce n'est jamais possible d'utiliser dans la pratique clinique. Donc, il faut absolument améliorer ça si on veut vraiment pouvoir l'utiliser pour les applications dont je vous ai parlé. Et alors, au niveau de l'application de l'œsophage de Barrett, vu qu'on n'a pas des super résultats sur les cellules cancéreuses, enfin, ce n'est pas des super résultats pour cette technique-ci, mais du coup, ça voudrait dire qu'on pourrait avoir peut-être d'autres applications. Mais en tout cas, l'œsophage de Barrett semble peut-être pas tout à fait indiqué pour cette technique. Et alors, en plus d'avoir évalué le potentiel de cette technique-là, on a fait plusieurs grosses contributions scientifiques dans cette thèse-ci. Donc, d'abord, il y a le design d'une nouvelle source de plasma endoscopique. Pour l'instant, il n'y en a que 4 ou 5 dans le monde parce que c'est assez difficile à mettre en place. L'établissement d'un modèle de gel en 3D qui simule les tissus et qui permet d'avoir une idée de l'action du plasma. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est peut-être pas encore décrit dans la littérature et ça pourrait permettre à différentes applications en endoscopie plasma de comprendre ce qu'elles font. Ensuite, une approche combinée avec ce dont je vous ai parlé, avec l'imagerie de la plume, l'OS, l'imagerie Schlieren et le traitement des surfaces. On a aussi fait les premiers tests dans le monde du plasma sur des organoïdes, qui sont un modèle vraiment complexe et sophistiqué qui permettent de mieux comprendre. Et enfin, c'est seulement la deuxième procédure mondiale de plasma froid par endoscopie. Donc ça va aussi permettre de faire avancer la recherche à ce niveau-là. Alors, au niveau de la suite, il y a 2 gros types de perspectives. Donc, la première, c'est de continuer ce projet-ci. Donc, pour ça, il y a différentes pistes pour améliorer ce qu'on a pour l'instant. La première, c'est d'utiliser un signal électrique plus puissant pour avoir un plasma plus puissant et un effet plus important. La deuxième, c'est de faire une optimisation électrique de tout le système, de nouveau, pour avoir quelque chose qui est plus puissant, plus efficace. Et puis, on pourrait aussi développer d'autres solutions, comme ici, il y a une piste avec des petites plumes de plasma qui vont directement sur les côtés, qui pourraient donner un meilleur traitement. Pour mieux aussi comprendre tout ce sujet, on pourrait continuer à faire de la recherche sur le plasma, donc continuer la spectroscopie d'émission optique avec plusieurs fibres, etc., pour mieux avoir une idée des espèces qu'il y a dans la plume. Confirmer tous les résultats de la caractérisation chimique in vitro, parce qu'on l'a fait pour une partie, mais pas pour tout, parce que ça prend énormément de temps. Confirmer aussi cette différence entre les organoïdes normaux et cancéreux pour savoir si l'œsophage de Barrett, il faut l'abandonner ou pas. Continuer à faire de l'imagerie Schlieren pour optimiser la dynamique des fluides
Et enfin, les 3 plus grosses pistes, c'est de changer de gaz, plus utiliser de l'oxygène, mais de l'eau. Ça ferait des espèces qui sont beaucoup plus oxydantes. Trouver une technique qui permettrait de mieux identifier toutes les espèces qu'on a, parce que pour l'instant, on avance un peu à l'aveugle, comme ce que je vous ai montré avec ces 3 régimes. On sait qu'il y a différentes réactions, mais on ne sait pas lesquelles c'est. Donc, il faudrait trouver vraiment une technique qui permet d'identifier ça. Et enfin, comme je vous en ai parlé, de tester sur le duodénum, car il devrait être plus sensible. Et alors, les deuxièmes perspectives, c'est pas améliorer ce qu'on a déjà, mais utiliser tout le travail qui a été fait pendant cette thèse, donc le développement d'appareils médicaux, toute la caractérisation, l'optimisation, etc., pour une autre application qui est la désinfection des endoscopes contaminés. Donc, qu'est-ce que c'est ça? En fait, les endoscopes, ils ont différents canaux internes, et au fur et à mesure des opérations, il y a un biofilm bactérien qui se crée à l'intérieur, donc qui contient plusieurs bactéries, et ça peut présenter des risques pour les patients. Et donc, pour l'instant, il y a plein de grosses boîtes d'endoscopie qui sont en train de développer des endoscopes jetables, sauf que c'est quelque chose qui est super sophistiqué, l'endoscope. Et donc, quelque part, c'est un non-sens écologique et environnemental parce qu'ils vont contribuer à quelque chose qui fait bien plus de morts, qui est le changement climatique, que des endoscopes contaminés qui font peut-être 30 morts par an. Enfin, ça, je n'ai pas les chiffres, mais en tout cas, on est dans des ordres. Je n'ai pas les chiffres ici tout de suite. On est dans des ordres de grandeur complètement différents. Et donc, l'idée, ce serait d'utiliser cet appareil plasma pour aller désinfecter cet endoscope, parce que le plasma a des super propriétés de désinfection. Voilà, j'espère que je vous ai fait comprendre plus ou moins ce que j'avais fait pendant ma thèse. Avant de conclure, j'aimerais juste remercier toutes les personnes qui m'ont accompagné. Vous avez entendu, j'ai beaucoup dit on, nous, je, plein de trucs différents, parce que c'était un projet très multidisciplinaire. Et du coup, il y a plein de gens qui m'ont accompagné. En premier, évidemment, Alain Delchamp, qui est mon promoteur. Et puis, du côté plus médical, il y avait Jacques Devière, gastro-entérologue, qui est mon copromoteur. Et ensuite, côté technique, il y avait aussi François Reniers pour la chimie des plasmas et Antoine Moncler pour tous les aspects électriques, qui sont mes 2 copromoteurs officieux, disons. Ma collègue Ariane Bastin, ici, avec qui j'ai fait tout le projet, on travaillait tout le temps ensemble, c'était super et très innovant, disons. Du côté médical, Alia Alefi et Michael Fernandez qui nous ont aidés pour tous les aspects in vitro, in vivo, etc. Charlotte Sanderson de la clinique vétérinaire de Liège pour les tests sur cochons, et Marie-Isabelle Garcia et Morgane Le Provost pour tous les aspects in vitro, donc elles sont biologistes. Et elles ont fait beaucoup de travail pour nous aider à comprendre ce qu'on faisait avec ces cellules. Et finalement, tout ce travail n'aurait pas été possible aussi sans la Fondation Michel Kremer qui a financé le projet et sa directrice Cécile Steinberg. Donc merci beaucoup. Et finalement, je veux juste terminer en remerciant mes 2 services de recherche, donc le Biomed Group et le ChemSil. C'était super chouette de travailler avec vous. Voilà. J'espère que c'est tout. Si vous avez des questions, j'ai hâte d'y répondre.